Je m'appelle Josiah Reed, 34 ans, PDG d'une entreprise de cybersécurité dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. L'année dernière à Thanksgiving, je suis arrivé en retard dans la maison de style colonial de mes parents à Brookline. J'avais à peine enlevé un bras de ma veste quand mon père a levé les yeux de la table et a annoncé « Je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs ici ». Quelques membres de la famille ont ri. Ma mère a souri maladroitement. J'ai simplement hoché la tête, accroché ma veste et pris place au bout de la table. Ils étaient loin de se douter à quel point tout allait changer quand mon beau-frère réaliserait qu'il signait vraiment ses chèques de paie. Avant de vous raconter comment toute ma famille a découvert qui je suis réellement, dites-moi d'où vous regardez. Et abonnez-vous si vous avez déjà été sous-estimé par des gens qui auraient dû croire en vous. Grandir à Brookline, dans le Massachusetts, signifiait vivre dans l'une des banlieues les plus riches de Boston. Notre rue était bordée de maisons historiques, de pelouses parfaitement entretenues et de familles obsédées par l'université que fréquenteraient leurs enfants. Dans la maison des Reed, l'éducation n'était pas seulement importante, c'était tout. Mon père, William Reed, était professeur d'économie titulaire dans une université prestigieuse, connue pour sa notation impitoyable et ses critiques acerbes envers les étudiants peu performants. À la maison, il appliquait les mêmes normes. Ma mère, Laura, était chirurgienne cardiothoracique dont les journées de travail de 16 heures ne l'empêchaient pas d'attendre la perfection académique de ses enfants. Ma sœur aînée, Amelia, était l'enfant prodige, des A-partout à l'école, des scores parfaits au SAT et une admission en école de médecine à 21 ans. Elle a suivi directement les traces de notre mère, devenant finalement chercheuse médicale spécialisée dans les traitements expérimentaux pour les maladies rares. Mon frère aîné, Lucas, était presque aussi impressionnant, obtenant son diplôme de droit et décrochant un poste dans l'un des plus anciens cabinets d'avocats d'affaires de Boston avant son 26e anniversaire. Et puis il y avait moi. Dès la maternelle, j'ai eu du mal à rester assis, à me concentrer sur les feuilles d'exercice et l'environnement structuré de l'éducation traditionnelle. Mon esprit fonctionnait différemment. Je pouvais passer des heures à construire des structures complexes avec des blocs de construction ou à démonter des appareils électroniques pour comprendre leur fonctionnement interne. Mais mémoriser les capitales des États ou les tables de multiplication me semblait impossible. En CE2, mes professeurs ont commencé à suggérer que je pourrais avoir des problèmes d'attention. Mes bulletins étaient remplis de commentaires tels que « Josiah est extrêmement brillant mais ne peut pas se concentrer et montre des compétences exceptionnelles en résolution de problèmes lorsqu'il est intéressé par le sujet ». Mon père a rejeté ces observations comme des excuses pour la paresse. « Il n'y a rien qui cloche chez toi à part un manque de discipline », me répétait-il. Quand j'ai eu 13 ans, un psychologue scolaire a finalement convaincu mes parents de me faire évaluer professionnellement. Le diagnostic était clair, TDAH combiné à quelques différences d'apprentissage qui rendaient l'éducation traditionnelle particulièrement difficile pour moi. Le médecin a recommandé des médicaments, des aménagements à l'école et une approche différente de l'apprentissage. La réponse de mon père, nous ne droguerons pas notre fils parce qu'il ne fait pas assez d'efforts. Malgré le diagnostic, peu de choses ont changé à la maison. Les interrogatoires nocturnes sur les devoirs ont continué. Les dîners de famille restaient des champs de bataille intellectuels où mon père nous interrogeait sur l'actualité, les faits historiques ou les concepts scientifiques. Alors que mes frères et sœurs s'épanouissaient sous la pression, je me figeais, oubliant des faits que je connaissais réellement ou laissant échapper des réponses à moitié formées qui me valaient des regards de désapprobation. Ma mère a essayé à sa manière, engageant des tuteurs et des spécialistes pour corriger ce qu'elle voyait comme des déficiences. Un été, j'ai dû passer 4 heures par jour avec un enseignant à la retraite sévère qui me frappait les jointures avec une règle quand mon attention vagabondait. Une autre fois, mes parents m'ont envoyé dans un camp d'entraînement académique qui promettait d'inculquer la discipline aux élèves peu performants. Les ordinateurs sont devenus mon refuge. J'ai appris par moi-même les langages de programmation, construit mon premier site web à 14 ans et même développé une application simple qui m'aidait à organiser mes pensées et mes devoirs d'une manière qui avait du sens pour mon cerveau. Quand je l'ai montré à mon père, espérant une approbation, il y a jeté un coup d'œil et a dit « Si tu mettais autant d'efforts dans ton travail scolaire réel, tu n'échouerais peut-être pas en algèbre. » D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à obtenir mon diplôme d'études secondaires, non pas avec les honneurs comme mes frères et sœurs, mais avec une moyenne assez décente pour être accepté à l'université d'État. La déception de mes parents était palpable. Ils s'attendaient à Harvard, Yale, ou au moins à leur propre alma mater. Au lieu de cela, je fréquenterais ce que mon père appelait une « école de secours pour les sous-performants ». L'université a commencé de manière assez prometteuse.
La liberté de la vie universitaire me convenait mieux que la structure rigide du lycée. J'ai trouvé quelques amis partageant les mêmes idées dans le département d'informatique. Pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi, qui voyaient le monde comme des systèmes et des solutions plutôt que comme des faits mémorisés et des informations régurgitées. Mais les exigences de base littérature, histoire, économie obligatoire sur l'insistance de mon père ressemblaient toujours à une marche pénible dans des sables mouvants. Mes notes dans ces cours ont chuté malgré des heures passées à la bibliothèque. Plus je luttais, plus ma confiance s'érodait. Au milieu de la 2e année, j'étais en probation académique, déprimé et remettant en question ma valeur en tant que personne. Le tournant est venu sous une forme inattendue. Un dépliant pour le club d'entrepreneuriat du campus a attiré mon attention. Ils organisaient un hackathon, un événement de 48 heures où les étudiants construiraient des solutions technologiques à des problèmes du monde réel. Je me suis inscrit sur un coup de tête. Ces 48 heures ont tout changé. Alimenté par des boissons énergisantes et la passion, j'ai construit un protocole de sécurité qui identifiait les violations de données potentielles en temps réel. Les juges, de véritables vétérans de l'industrie technologique, ont été assez impressionnés pour me décerner la première place et me mettre en contact avec des startups locales. Pour la première fois, le câblage unique de mon cerveau ressemblait à un atout plutôt qu'à un handicap. 2 semaines plus tard, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai abandonné l'université pour poursuivre ma propre entreprise technologique. J'ai appelé mes parents un dimanche soir pour le leur dire. « Tu jettes ton avenir », a dit mon père, la voix froide de fureur. Aucun ride n'a jamais échoué à terminer ses études. Je n'échoue pas à les terminer, ai-je essayé d'expliquer. Je choisis un chemin différent. Il n'y a pas de chemin différent, a-t-il crié. Il y a le succès ou l'échec, et tu choisis l'échec. Ma mère a pris le téléphone, des larmes dans la voix. Josia, s'il te plaît, reconsidère. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Sans diplôme, quel genre de vie auras-tu? La conversation s'est terminée par un ultimatum, retourner à l'école ou ne plus me considérer comme faisant partie de la famille. Dans leur esprit, ils utilisaient l'amour dur pour m'empêcher de gâcher ma vie. En réalité, ils coupaient le lien déjà effiloché entre nous. Je ne suis pas retourné à l'école. Et comme promis, j'ai été essentiellement déshérité. Pas de soutien financier, pas d'appel téléphonique, pas de visite. La seule reconnaissance de mon existence venait sous la forme d'invitations obligatoires aux grandes fêtes, que je déclinais initialement et auxquelles j'assistais brièvement les années suivantes par sens du devoir plutôt que par lien affectif. La première année après mon abandon a été brutale. Ma chambre de dortoir avait été ma maison et soudain je n'avais nulle part où vivre. J'ai fait du couchsurfing chez des amis du club d'entrepreneuriat, dormant sur des sols et dans des sous-sols tout en essayant de construire ma première entreprise. Je survivais grâce aux nouilles instantanées, aux pizzas gratuites lors des rencontres technologiques et aux repas occasionnels offerts par un ami compatissant. Pendant cette période, j'avais 3 emplois, les quarts du matin dans un café, le support technique le soir dans un magasin d'électronique et des petits boulots le week-end pour réparer des ordinateurs pour des petites entreprises. Entre les quarts, je codais sans relâche, développant le protocole de sécurité que j'avais commencé au hackathon en quelque chose de plus robuste. Ma grande chance est venue lors d'une conférence technologique régionale à laquelle j'avais gratté assez d'argent pour assister, incapable de payer le dîner de réseautage. J'étais assis seul dans le hall du lieu, codant sur mon ordinateur portable quand un monsieur plus âgé s'est assis à côté de moi. C'est une approche intéressante du cryptage, a-t-il commenté en jetant un coup d'œil à mon écran. Son nom était Garrett Thompson, un ancien spécialiste de la sécurité pour une grande entreprise technologique qui investissait maintenant dans des startups prometteuses. Pendant 2 heures, nous avons discuté des défis de la cybersécurité, de mon approche algorithmique et des menaces croissantes auxquelles les entreprises étaient confrontées. À la fin de notre conversation, il m'a tendu sa carte de visite. Avec l'investissement initial de $50 000 de Garrett, j'ai fondé ma première véritable entreprise. Nous l'avons appelée SecureNode, en nous concentrant sur l'identification des vulnérabilités dans les réseaux d'entreprises. Le modèle économique était solide, mais mon inexpérience s'est manifestée. J'ai embauché des amis plutôt que des professionnels, mal géré nos fonds limités et échoué à commercialiser correctement nos services. 18 mois plus tard, nous étions en faillite. La plupart des gens considéreraient cela comme un échec. Je l'ai vu comme une éducation coûteuse, plus précieuse que n'importe quel cours universitaire.
j'ai analysé chaque erreur, appris de chaque faux pas et j'ai immédiatement commencé à planifier ma prochaine entreprise. Gareth, malgré la perte de son investissement, a vu mon potentiel et est resté un mentor. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule, m'a-t-il rappelé. Tu as échoué exactement une fois. Tu es en avance sur le programme. Pendant les 2 années suivantes, j'ai travaillé jour et nuit. Le jour, je faisais du conseil pour de petites entreprises technologiques pour payer le loyer de mon minuscule studio. Les nuits étaient consacrées au développement d'une approche révolutionnaire de la cybersécurité, un algorithme capable de prédire les vecteurs d'attaque avant que les brèches ne se produisent plutôt que de simplement y répondre. La percée est survenue lors d'un marathon de codage de 36 heures alimenté par rien d'autre que de la détermination et des boissons énergisantes. J'ai créé un système d'auto-apprentissage qui analysait des modèles à travers des points de données apparemment sans rapport pour identifier les menaces de sécurité potentielles. L'approche était fondamentalement différente de tout ce qui existait sur le marché. Avec mon prototype terminé, Gareth a aidé à organiser des réunions avec des investisseurs potentiels. Les 5 premiers m'ont rejeté d'emblée, mal à l'aise avec mon manque de diplôme. Revenez quand vous aurez terminé votre diplôme, m'a dit l'un d'eux avec dédain. La 6e réunion a tout changé. L'investisseuse en capital risque, une entrepreneur technologique autodidacte nommée Véronica Chambers, ne se souciait pas de mon parcours éducatif. Elle se souciait des résultats. Après une évaluation technique rigoureuse de mon algorithme, elle a offert 2 millions de dollars de financement et Quantum Shield Technology est née. Nous avons commencé petit, juste moi et 3 employés dans un espace d'entrepôt converti. Notre premier client était une chaîne de vente au détail de taille moyenne qui avait récemment subi une violation de données dévastatrice. Notre système a identifié 16 vulnérabilités potentielles que leur sécurité existante avait manqué. Lorsque nous avons empêché une attaque majeure 3 mois plus tard, la nouvelle a commencé à se répandre. En 2 ans, nous étions passés à 30 employés et avions déménagé dans un vrai bureau dans une tour de verre et d'acier. La 3e année, nous avions 100 employés et des clients sur 3 continents. La 4e année a apporté l'acquisition de 2 petites entreprises de sécurité et l'expansion dans l'évaluation des menaces pilotées par l'intelligence artificielle. Quelque part en cours de route, nous avons ouvert un bureau dans la même ville où ma sœur Amélia s'était installée avec son nouveau mari. Je n'avais pas prévu cela. C'était simplement là où les talents étaient disponibles et les coûts d'exploitation raisonnables. Je n'avais aucune idée que son mari Nathan travaillait pour une société de services financiers jusqu'à bien plus tard, lorsque nous avons acquis leur fournisseur de technologie et qu'il est devenu techniquement mon employé. Tout au long de cette croissance, j'ai maintenu un profil public délibérément bas. Dans une industrie obsédée par les PDG célèbres et les personnalités tape à accent grave l'œil, j'ai choisi la confidentialité. Notre site web me listait simplement comme J.R. Reid, fondateur et PDG. Nous n'avons publié aucune photographie. J'ai refusé les engagements de prise de parole et les profils de magazines. Ce n'était pas seulement pour éviter l'attention de la famille. Je croyais sincèrement que notre travail devait parler de lui-même. Au moment de ce dîner de Thanksgiving fatidique, Quantum Shield Technology employait plus de 500 personnes dans le monde et était évalué à environ 200 millions de dollars. Nous avions des bureaux dans cette ville, des clients allant des petites entreprises aux sociétés du Fortune 500, et une réputation d'excellence dans le monde de la cybersécurité. Mes finances personnelles s'étaient transformées de manière similaire. Le gamin qui ne pouvait autrefois pas se payer un dîner de réseautage possédait maintenant un Penthouse avec vue sur la ville, avait des investissements valant des dizaines de millions et pouvait acheter à peu près tout ce que je voulais. Pourtant, mon mode de vie restait relativement modeste. Je conduisais une voiture électrique pratique plutôt qu'un modèle sportif tape à accent grave l'œil. Ma garde-robe se composait de basiques confortables et de qualité plutôt que de marques de créateurs. Je vivais bien, mais tranquillement, trouvant plus de satisfaction à construire quelque chose de significatif qu'à afficher ma richesse. Pendant ces années de croissance et de succès, ma famille est restée distante. Des cartes de vœux étaient échangées, mais peu d'autres choses. Ils ne posaient jamais de questions sur ma carrière au-delà de vagues demandes pour savoir si je faisais toujours des trucs informatiques. Je n'ai jamais donné d'informations spontanées sur mon succès, en partie par fierté et en partie à cause de l'espoir persistant qu'un jour ils pourraient m'apprécier pour qui j'étais plutôt que pour ce que j'avais accompli. Cet espoir, enfoui mais jamais éteint, est ce qui m'a conduit à accepter l'invitation de ma mère pour Thanksgiving après des années d'apparitions brèves et maladroites ou d'absence pure et simple. L'appel de ma mère est arrivé un mardi matin début novembre.
J'étais en train d'examiner des documents d'acquisition pour une start-up prometteuse lorsque mon assistante a mentionné que ma mère était en ligne. J'ai failli refuser l'appel. Nos conversations étaient généralement brèves et superficielles, mais quelque chose m'a fait décrocher. Josiah, a dit ma mère, sa voix portant son mélange habituel de formalité et de retenue. J'appelle pour Thanksgiving. Je me suis préparé à l'invitation standard que je déclinais habituellement ou que j'acceptais seulement pour faire une brève apparition. Nous aimerions que tu viennes cette année, a-t-elle continué. Toute la famille sera là. Amelia amène son nouveau mari. Je ne pense pas que tu l'aies encore rencontré. Nathan travaille dans la finance. Très performant. L'accent subtil sur « performant » ne m'a pas échappé. Un rappel de ce que je n'étais soi-disant pas. Je vais vérifier mon calendrier, ai-je dit sans m'engager. Cela signifierait beaucoup pour ton père et moi, a-t-elle ajouté. Une rare pointe d'émotion authentique dans sa voix. Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau, retournant l'invitation dans mon esprit. Une partie de moi voulait décliner comme d'habitude pour me protéger du jugement et de la comparaison inévitable. Une autre partie, peut-être l'enfant plein d'espoir qui se cachait encore quelque part à l'intérieur de l'adulte qui a réussi, se demandait si les choses pourraient être différentes cette fois. Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie Maya pour obtenir des conseils. Nous nous étions rencontrés pendant mes jours de couchsurfing quand elle m'avait offert son futon pour 3 jours maximum. Cela s'est transformé en 3 mois. Malgré ma capacité à lui offrir maintenant tout ce qu'elle voulait en retour, elle refusait tous les cadeaux sauf des dîners occasionnels et notre échange traditionnel de Noël. C'est ta famille, Joe, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué mon dilemme. Mais tu n'es plus la même personne qui laissait leur désapprobation l'écraser. Tu as construit quelque chose d'incroyable avec ou sans leur validation. Je ne vais pas annoncer mon succès comme un fils prodigue, lui ai-je dit. Si j'y vais, c'est juste pour être présent, pas pour prouver quoi que ce soit. Alors c'est peut-être ça ta réponse, a-t-elle répondu. Après y avoir réfléchi plusieurs jours, j'ai répondu affirmativement au message de plus en plus insistant de ma mère. J'ai pris des dispositions pour que mon équipe de direction gère les opérations pendant mon absence et j'ai libéré mon calendrier pour le week-end de 4 jours. À l'approche de Thanksgiving, mon anxiété a augmenté. Je me suis retrouvé à faire des rêves stressants où j'échouais à des examens, un cauchemar récurrent de mes jours d'université. Pendant mes courses matinales, je répétais des conversations potentielles, préparant des réponses aux questions inévitables sur ma vie et ma carrière. Le matin de Thanksgiving est arrivé avec un temps inhabituellement froid et une légère couche de neige. Je me suis habillé soigneusement avec des vêtements qui oscillaient entre le professionnel et le décontracté, un jean foncé, un pull anthracite sur une chemise boutonnée et des bottes en cuir. Rien de tape à accent grave-l'œil, pas de marque de créateur, mais des pièces de qualité qui me convenaient. J'ai envisagé de prendre ma berline électrique de tous les jours plutôt que ma voiture de sport rarement utilisée, voulant éviter toute apparence de frime. En fin de compte, j'ai décidé d'être simplement moi-même. Pas de prétention, pas de performance, pas de cachette. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 90 minutes. Chaque kilomètre ramenait des souvenirs de retour précédents. Le premier jour férié après mon abandon, quand j'étais arrivé en bus portant ma seule chemise décente. Le Thanksgiving d'il y a 5 ans, quand j'étais parti après 20 minutes suite à la suggestion de mon oncle que je pourrais être qualifié pour un poste de débutant dans l'atelier de réparation d'ordinateur de son ami. J'avais prévu d'arriver exactement à l'heure du dîner de 15 heures, espérant minimiser la socialisation maladroite d'avant-repas. Un appel d'urgence de notre équipe de sécurité européenne m'a retardé, et au moment où je me suis garé dans l'allée circulaire familière, il était presque 16 heures. Plusieurs voitures de luxe bordaient l'allée, la berline allemande de mon père, la voiture de sport italienne de mon frère et divers véhicules appartenant à la famille élargie. Debout sur le pas de la porte de ma maison d'enfance, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné. Ma mère a répondu, son visage enregistrant un choc momentané face à ma ponctualité avant de se figer dans son sourire social. Josiah, tu as réussi. Nous avons déjà commencé le dîner. Tu sais que ton père n'aime pas attendre. Je suis entré dans le hall, commençant à enlever mon pardessus en laine quand la voix de mon père a porté depuis la salle à manger. Est-ce Josiah qui nous honore enfin de sa présence? Je ne savais pas qu'on laissait entrer les décrocheurs ici. Quelques membres de la famille ont ri, le rire distinctif de mon oncle Henry. Mon cousin Steven a ricané. Quelqu'un d'autre que je ne pouvais pas identifier.
Le sourire de ma mère s'est resserré, mais elle n'a rien dit pour ma défense. J'ai fini d'enlever ma veste, je l'ai accrochée soigneusement dans le placard du hall et je me suis dirigé vers la salle à manger. 20 paires d'yeux se sont tournés pour regarder mon entrée. J'ai hoché la tête poliment et pris le seul siège vide au bout de la table, à côté du jeune enfant d'un cousin et en face d'une grand-tante âgée dont je ne pouvais pas me rappeler le nom. Maintenant que tout le monde est là, a annoncé mon père avec une emphase pointue, continuons notre repas. Et juste comme ça, j'avais à nouveau 10 ans, arrivant en retard au dîner parce que j'avais perdu la notion du temps en construisant un ordinateur à partir de pièces récupérées. Affrontant la désapprobation de mon père et le jugement de la famille. Sauf que je n'étais plus cet enfant. J'étais Josiah Reed, PDG de Quantum Shield Technologies. Et pour la première fois dans cette maison, je n'ai ressenti aucun besoin de m'excuser d'être exactement qui j'étais. La table de Thanksgiving ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine sur papier glacé, porcelaine fine, verre en cristal, candélabre en argent jetant une lueur chaude sur la nourriture parfaitement disposée. Ma mère avait toujours été méticuleuse sur la présentation, et aujourd'hui ne faisait pas exception. La dinde de 20 livres brillait au centre, entourée d'accompagnements traditionnels servis dans des plats de famille. Je me suis servi de petites portions alors que les plats passaient, hochant la tête en remerciement mais restant silencieux alors que les conversations flottaient autour de moi. De ma position au bout de la table, j'avais un point de vue parfait pour observer la dynamique familiale dont j'avais été exclu depuis si longtemps. Mon père dominait la conversation depuis le bout de la table, pontifiant sur la politique économique et l'état de l'enseignement supérieur. Ma mère était assise à l'opposé, ajoutant occasionnellement des commentaires élégants ou dirigeant les serveurs qui avaient été engagés pour l'occasion. Entre eux s'étendait la hiérarchie du statut familial, avec les parents les plus favorisés les plus proches de mes parents, et le statut diminuant avec la distance. Ma sœur Amélia était assise à la droite de mon père, la place d'honneur. À côté d'elle se trouvait son nouveau mari, Nathan, un homme à l'air pensif avec des lunettes et un sourire authentique qui semblait déplacé parmi les expressions sociales étudiées autour de lui. Mon frère Lucas et sa femme occupaient les positions prestigieuses suivantes, suivis du frère de mon père, l'oncle Henri, et sa famille, puis divers cousins, des parents plus éloignés, et enfin moi au bord extérieur du cercle familial, à la fois littéralement et figurativement. L'équipe d'Amélia vient de recevoir une subvention de recherche de 3 millions de dollars, a annoncé fièrement mon père lors d'une accalmie dans la conversation. La plus jeune chercheuse principale de l'histoire de l'institution. Ma sœur a souri modestement. C'est un effort collaboratif, papa. Je suis juste une partie d'une équipe incroyable. Bêtise, a insisté mon père. Il n'aurait pas obtenu cette subvention sans ton travail sur l'immunothérapie ciblée. Ne minimise pas tes réalisations. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon père, qui avait rejeté mes réalisations toute ma vie, ne pouvait pas tolérer que son enfant préféré fasse preuve d'humilité. Et Lucas vient d'être nommé associé, a ajouté ma mère. 5 ans en avance sur le programme. Mon frère a levé son verre en reconnaissance alors que les félicitations affluaient autour de la table. La tradition d'excellence des Reed continue, a dit mon père, levant son verre de vin pour un toast. Ses yeux m'ont complètement ignoré alors qu'il passait en revue ses enfants qui ont réussi. Ma mère, ressentant peut-être une pointe de culpabilité, a tenté de m'inclure dans la conversation. Josiah, comment vas-tu? Toujours en ville? Sa question avait la vivacité artificielle qu'elle réservait aux patients difficiles. Oui, toujours en ville, ai-je confirmé. Et tu travailles toujours avec des ordinateurs, a-t-elle sondé. Toujours dans la tech, ai-je approuvé. Que fais-tu exactement, a demandé mon oncle Henri, utilisant le même ton qu'il utiliserait pour interroger un enfant sur un dessin au crayon. Je travaille dans la cybersécurité. Pour quelle entreprise, a-t-il insisté. La mienne. Cela a fait lever quelques sourcils, bien que la plupart semblaient supposer que je voulais dire du travail indépendant ou une petite opération unipersonnelle. Eh bien, a dit l'oncle Henri avec condescendance, si jamais tu veux quelque chose de plus stable, mon ami Roger cherche toujours du personnel de support informatique. Niveau débutant, bien sûr, mais ça vient avec des avantages sociaux. J'ai hoché la tête poliment. Je garderai ça à l'esprit. Mon cousin Steven, toujours désireux de souligner son propre succès, est intervenu. En parlant de carrière, j'ai croisé Patrick Donnelly la semaine dernière. Tu te souviens de lui du lycée, Josiah? Il était dans ton année. Il est banquier d'affaires senior maintenant. Belle maison à Back Bay. Une femme, 3 enfants.
Certaines personnes maximisent vraiment leur potentiel. L'implication que j'avais échoué à le faire planait dans l'air. Mon frère Lucas a offert ce qu'il pensait probablement être un commentaire de soutien. Tu sais, Josiah, tu as l'air bien en fait. J'étais inquiet avec tes choix non conventionnels que tu pourrais avoir du mal. Content de voir que tu t'en sors. Merci, ai-je dit simplement, prenant une autre bouchée de dinde pour éviter tout commentaire supplémentaire. La conversation est heureusement passée à d'autres sujets. Politique, prix de l'immobilier, les récentes vacances européennes de quelqu'un. J'ai mangé tranquillement, répondant aux questions directes avec des réponses minimales, mais me contentant par ailleurs d'observer. L'enfant à côté de moi était en fait une meilleure compagnie que la plupart des adultes, me montrant son dessin d'une dinde au plus marc-en-ciel. Ce n'est qu'au dessert, les fameuses tartes à la citrouille et aux noix de pécan de ma mère servies avec de la crème fouettée fraîche, que Nathan, le mari de ma sœur, s'est adressé directement à moi. Il s'était déplacé à mon bout de table, prenant un siège vide en face de moi. Amélia a mentionné que tu travailles dans la sécurité technologique, a-t-il dit, son intérêt semblant sincère plutôt que poliment performatif. C'est en fait adjacent à mon domaine. Je suis dans la fintech. Les défis de sécurité tiennent notre équipe éveillée la nuit. Pour la première fois ce soir-là, je me suis retrouvé dans une conversation valant la peine d'être tenue. Nathan a posé des questions intelligentes sur les menaces de sécurité actuelles, a partagé certains des défis auxquels son entreprise était confrontée et a réellement écouté mes réponses. La plus grande vulnérabilité dans la plupart des systèmes n'est pas la technologie, ai-je expliqué, maniement sur le sujet. C'est le comportement humain. Vous pouvez avoir les protocoles de sécurité les plus sophistiqués au monde, mais si quelqu'un partage son mot de passe ou clique sur un lien suspect, ces protections ne signifient rien. Nathan a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement. Nous venons de mettre en place un nouveau système de sécurité qui est censé être à la pointe, mais amener les gens à suivre une hygiène de sécurité de base est la vraie bataille. Quel système avez-vous mis en place, ai-je demandé, sincèrement curieux. C'est d'une entreprise appelée Quantum Shield, a-t-il répondu. Ça a complètement transformé notre approche. Le système s'adapte en fait au modèle de comportement des utilisateurs pour identifier les anomalies. Une conception brillante. J'ai gardé mon expression neutre malgré la montée de fierté. Ça semble innovant. Ça l'est. Notre équipe technique dit que c'est révolutionnaire. Le PDG de l'entreprise est une sorte d'homme mystère, cependant. Brillant mais privé. Se fait appeler JR. Fait rarement des apparitions publiques. A complètement transformé notre société mère après l'acquisition. Certains de mes collègues étaient sceptiques à l'idée de rendre compte à une nouvelle équipe de direction, mais ce gars a apparemment une vision incroyable pour l'industrie. Plusieurs membres de la famille avaient commencé à écouter notre conversation, peut-être surpris de voir quelqu'un s'engager si sérieusement avec la déception de la famille. A vraiment changé la culture de l'entreprise aussi, a continué Nathan. A créé toutes ces opportunités pour des gens avec des parcours non conventionnels. L'un de nos meilleurs analystes en sécurité est un ancien artiste sans éducation technologique formelle qui a été embauché via leur programme d'apprentissage. Ma sœur Amélia avait migré vers notre conversation, semblant légèrement agacée que son mari passe autant de temps à me parler. Nathan travaille pour FinSecure Global, a-t-elle interjecté, récemment acquis par une plus grande entreprise technologique, mais il a été promu 2 fois depuis la transition. Il est en bonne voie pour la haute direction. Nathan lui a souri maladroitement face à sa tentative évidente de rediriger la conversation vers son succès. L'acquisition a été en fait une excellente décision pour nous. Une culture d'entreprise beaucoup plus innovante. On dirait que tu aimes ton travail, ai-je dit. Oui. Le meilleur travail que j'ai eu. Où as-tu dit que tu travaillais, Josiah? Le moment était arrivé sans que je l'ai planifié. Je pouvais donner une autre réponse vague, mais quelque chose en moi, peut-être le conseil de Maya d'être mon moi entier, poussait vers l'honnêteté. Quantum Shield Technology, ai-je dit simplement. L'expression de Nathan a été perplexe au début, puis est passée à la confusion alors qu'il traitait mes mots. Attends, tu travailles chez Quantum Shield? Dans quel département? Je l'ai fondé. Je suis le PDG. Nathan m'a fixé, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Il a cligné des yeux rapidement, m'a examiné à nouveau comme s'il me voyait pour la première fois, puis a dit d'une voix qui a porté à travers la table soudainement silencieuse, « Attends, tu es mon PDG? Tu es JR?
La pièce est tombée dans un silence de mort. 20 paires d'yeux se sont braqués sur moi avec des expressions allant de l'incrédulité au choc. Le verre de vin de mon père s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. La main de ma mère a volé à son collier de perles. Mon frère Lucas s'est redressé, me réévaluant avec des yeux calculateurs. Oui, ai-je confirmé, ma voix calme. Je le suis. Le silence a duré environ 5 secondes avant d'éclater en chaos. Mon père s'est légèrement étouffé avec son vin. La main de ma mère tremblait alors qu'elle posait sa fourchette à dessert avec fracas. La bouche de l'oncle Henri s'ouvrait et se fermait sans produire de son. Le cousin Steven a viré à une teinte intéressante de rouge. Nathan a rompu le silence. Mais c'est. Tu as fondé une entreprise de 200 millions de dollars. Tu es ce J.R. Reid. Avant que je puisse répondre, il a continué, l'excitation prenant le pas sur son choc. L'algorithme qui alimente toute notre infrastructure de sécurité. C'est ta création. Le système de défense adaptatif, l'analyse prédictive des menaces. J'ai hoché la tête. Putain de merde, a-t-il dit, puis a immédiatement jeté un coup d'œil d'excuse à ma mère pour la grossièreté. Désolé, Madame Reid, mais waouh. Mon père a retrouvé sa voix. Josiah, de quoi parle-t-il? Nathan a répondu avant que je puisse. L'expression de mon père est passée de la confusion au calcul en un instant. Eh bien, a-t-il dit, sa voix prenant un ton fier qui n'avait jamais été dirigé vers moi auparavant. Nous avons toujours su que Josiah avait du potentiel. Un style d'apprentissage différent, mais brillant à sa manière. Je l'ai encouragé à poursuivre ses forces. Ma mère s'est rapidement jointe à lui. Nous avons toujours cru en toi, Josiah. Même quand tu as choisi un chemin non conventionnel. Le révisionnisme flagrant était presque impressionnant. Mon oncle, qui quelques minutes plus tôt m'avait offert un poste de débutant par pitié, me regardait maintenant avec un nouveau respect frôlant l'obséquiosité. Quantum Shield, bien sûr. J'ai lu à leur sujet dans le Wall Street Journal. Trajectoire de croissance remarquable. J'aurais dû faire le lien avec le nom. La suffisance antérieure du cousin Steven s'était complètement évaporée. Donc, tu as réellement réussi. Le concept semblait le déconcerter. Mon frère Lucas, toujours l'avocat, envisageait déjà les possibilités de réseautage. Nous devrions déjeuner bientôt, Josiah. Mon cabinet représente plusieurs entreprises technologiques. Il y a peut-être des synergies à explorer. Les questions sont arrivées en rafale après cela, avec des parents qui avaient à peine reconnu ma présence maintenant désespérés d'avoir des détails. Combien d'employés as-tu? À combien l'entreprise est-elle évaluée? Prévois-tu une introduction en bourse? As-tu une maison en ville? Vois-tu quelqu'un? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai répondu de manière minimale, sans me vanter ni diminuer mes réalisations. Oui, l'entreprise se portait bien. Non, je ne prévoyais pas actuellement d'entrer en bourse. Oui, j'avais un bel endroit en ville. Non, je ne voyais personne sérieusement pour le moment, j'avais une carrière exigeante. Quant à savoir pourquoi je ne leur avais pas dit, j'ai simplement dit que le sujet n'était jamais venu sur le tapis. La vérité, bien sûr, était plus compliquée. Je ne leur avais pas dit parce que leur validation n'était pas ce qui me motivait. Et peut-être que dans un coin de mon cœur, j'avais voulu qu'ils s'intéressent à moi, juste moi, Josiah, sans les attributs du succès. Alors que le dessert se terminait et que les gens se déplaçaient vers le salon pour le café, ma sœur m'a tiré à part dans le bureau de notre père, une pièce où j'avais rarement été autorisé à entrer enfant. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» a exigé Amelia, son expression étant un mélange complexe de blessure, d'étonnement et de quelque chose qui ressemblait suspicieusement à de la jalousie. « Je suis ta sœur. »« Quand te l'aurais-je dit, Amelia ?» La dernière fois que nous avons parlé, c'était à Noël l'année dernière. Tu as parlé de tes recherches pendant 15 minutes et tu m'as posé exactement une question sur ma vie. Ce n'est pas juste. Nous avons tous été occupés. Oui, nous l'avons été. La différence est qu'on a toujours attendu de moi que je suive tes réalisations et les mouvements de carrière de Lucas. Personne n'a jamais montré le moindre intérêt pour les miennes. C'est parce que nous pensions. Elle s'est arrêtée. Vous pensiez que j'étais un raté, ai-je fini pour elle? Le décrocheur de la famille. L'histoire d'avertissement sur ce qui arrive quand on ne suit pas le chemin prescrit. Elle a eu la grâce d'avoir l'air embarrassée. Nous étions inquiets pour toi.
Un diplôme universitaire est important. Pour certaines carrières, oui. Pour ce que je fais, les compétences pratiques et l'innovation comptent plus que les diplômes. Et Nathan travaille pour toi. Elle semblait encore digérer ce fait. Mon mari rend compte à mon petit frère. Techniquement, il est plusieurs niveaux en dessous dans l'organigramme. Mais oui, Quantum Shield a acquis fin Secure Global l'année dernière. Leur infrastructure de sécurité avait besoin d'une refonte complète. Il adore son travail, a-t-elle dit doucement. Il dit que c'est la meilleure culture d'entreprise qu'il ait jamais connue. C'était toi. J'ai hoché la tête. J'ai construit le genre d'entreprise que j'aurais aimé voir exister quand je commençais. Nous embauchons pour le talent et le potentiel, pas pour le pédigré. Nathan nous a rejoints alors, semblant toujours légèrement ébloui. Je n'arrive pas à croire que j'ai raconté à mon beau-frère à quel point mon PDG est incroyable sans réaliser que c'est la même personne. Malgré tout, je me suis surpris à sourire. L'enthousiasme de Nathan était sincère, non souillé par la dynamique familiale compliquée qui tourbillonnait autour de nous. Tu as fait un excellent travail en mettant en œuvre les protocoles de sécurité, lui ai-je dit. Le taux d'adaptation de ton équipe est parmi les plus élevés de l'entreprise. Il a rayonné face aux éloges. Merci. Ça signifie beaucoup venant de toi. J'ai tellement de questions sur l'architecture sous-jacente quand tu auras le temps. Alors que Nathan se lançait dans une question technique, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Son expression était difficile à lire. Un mélange de la figure d'autorité que j'avais grandi en craignant et de quelque chose de nouveau, l'incertitude. Josiah. Un mot, s'il te plaît. Nathan et Amelia se sont excusés, me laissant seul avec mon père dans son bureau. Il a fermé la porte et a pris place derrière son bureau massif, la même position d'où il avait prononcé d'innombrables sermons sur mes insuffisances tout au long de mon enfance. « Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton entreprise » a-t-il demandé, son ton suggérant que je l'avais délibérément trompé. « Est-ce que ça aurait compté » ai-je répliqué. « Est-ce que ça aurait changé la façon dont tu me vois ou juste ce que tu penses que je vaux ?» Ses sourcils se sont froncés. « C'est injuste. Nous avons toujours voulu le succès pour toi. » Non, les jeux corrigés. Tu voulais un type spécifique de succès, celui qui vient avec des diplômes d'université prestigieuses et des parcours de carrière traditionnels. Le genre que Lucas et Amelia ont obtenu. Nous voulions que tu aies une base solide. La structure et l'éducation sont importantes. Pour certaines personnes. Pas pour tout le monde. Pas pour moi. Il est resté silencieux un moment, les doigts joints en clocher dans le geste dont je me souvenais des discussions d'enfance sur mes lacunes académiques. Clairement, tu t'en es bien sorti, a-t-il finalement concédé. Je suppose que je devrais te féliciter. Les mots auraient dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, ils m'ont laissé vide. Ce n'était pas vraiment à propos de mon succès. C'était à propos de l'incapacité de mon père à voir au-delà de sa définition étroite de la réussite. Je ne suis pas venu ici pour des félicitations, lui ai-je dit. Je suis venu parce que nous sommes une famille, et je pensais que cela pourrait encore signifier quelque chose au-delà de la mesure de nos accomplissements respectifs. Avant qu'il ne puisse répondre, ma mère est entrée sans frapper, un droit apparemment réservé à elle seule. Josiah, a-t-elle dit, des larmes brillant dans ses yeux. Je n'avais aucune idée. Tout ce temps nous pensions. Elle s'est arrêtée. Que je luttais, que je m'en sortais à peine. Une histoire d'avertissement sur l'importance de l'éducation. Elle a eu la grâce d'avoir l'air honteuse. Nous avions tort. Et je suis désolé que nous n'ayons pas vu ton potentiel. L'excuse semblait sincère, mais elle arrivait trop tard et pour de mauvaises raisons. Ils n'étaient pas désolés de m'avoir rejeté. Ils étaient désolés d'avoir manqué les signes de ma réussite financière. Je devrais y aller, ai-je dit en me levant. Réunion tôt demain. Mais tu viens d'arriver, a protesté ma mère. Il y a tant de choses à dire. Ton entreprise, ta vie. Mon entreprise existe depuis 7 ans, ai-je souligné. Ma vie s'est déroulée tout ce temps. La seule chose qui a changé aujourd'hui est votre perception de sa valeur. Mon père s'est levé aussi. Ne sois pas dramatique, Josiah. Nous essayons de nous connecter avec toi. Non, les jeux corrigés. Je suis sorti du bureau en passant par le salon où des parents tentaient de m'engager avec un nouvel intérêt, et j'ai récupéré mon manteau dans le placard du hall.
Nathan m'a rattrapé à la porte. Tu pars? J'espérais qu'on pourrait parler plus. Lundi au bureau, lui ai-je dit. Apporte tes idées sur les protocoles de pare-feu que tu as mentionnés. Il semble prometteur. Il a souri. Ça marche, patron. En m'éloignant de ma maison d'enfance, des émotions complexes tourbillonnaient en moi. Il y avait une certaine satisfaction dans le choc sur leur visage, oui, mais plus nettement, je ressentais une profonde tristesse pour les années de connexion perdues à cause d'attentes rigides et d'une approbation conditionnelle. De retour dans mon appartement Penthouse, regardant les lumières de la ville, j'ai appelé Maya. Alors, a-t-elle demandé, comment c'était? Mouvementée, ai-je répondu, et j'ai commencé à tout lui raconter. Lundi matin est arrivé avec une nouvelle couche de neige et une boîte de réception pleine de messages de parents qui avaient soudainement découvert mon adresse email. Je les ai ignorés en prenant l'ascenseur jusqu'à notre siège social au 32e étage d'une tour du centre-ville. Le bureau était conçu pour refléter les valeurs de notre entreprise, des espaces collaboratifs ouverts équilibrés avec des zones privées pour le travail concentré, une technologie de pointe aux côtés de lieux de rassemblement confortables. La lumière naturelle affluait à travers les fenêtres du sol au plafond. L'espace ne ressemblait en rien aux environnements d'entreprise traditionnels que mon père admirait avec leur hiérarchie rigide et leurs portes fermées. Lisa, mon assistante exécutive depuis 4 ans, m'a accueilli avec son efficacité habituelle et un sourire complice. Week-end intéressant, a-t-elle demandé en me remettant mon emploi du temps pour la journée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as reçu 17 demandes LinkedIn de personnes portant ton nom de famille depuis vendredi. Et Nathan Cooper de Fin Sécure a appelé toutes les demi-heures ce matin. Les nouvelles voyageaient vite. Commençons par Nathan. Fais-le monter quand il arrive. Alors que je m'installais dans mon bureau, je pouvais sentir les regards curieux du personnel. En milieu de matinée, il est devenu clair que l'histoire s'était répandue dans toute l'entreprise. Le mystérieux J.R. Reid avait été révélé comme étant le beau-frère d'un manager de niveau intermédiaire d'une entreprise acquise. À 11 heures, Nathan est arrivé pour notre réunion prévue, l'air légèrement nerveux mais excité. C'est bizarre, a-t-il demandé dès que la porte de mon bureau s'est fermée. Parce que ça semble un peu bizarre. J'ai dû sourire un peu. Mais professionnellement, rien ne change. Ton travail tient par ses propres mérites. Amélia panique, a-t-il admis. Elle a passé le week-end à te googler et à lire tous les articles sur Quantum Shield qu'elle a pu trouver. Elle n'en avait aucune idée. Peu de gens font le lien entre J.R. Reid, le PDG, et Josiah Reid, le décrocheur universitaire. Nathan a hoché la tête. Je comprends pourquoi tu as gardé un profil bas maintenant. Ça doit être étrange que tout le monde te voit soudainement différemment. C'est révélateur, ai-je reconnu. Les mêmes personnes qui m'ont rejeté veulent maintenant revendiquer un lien. Pour ce que ça vaut, a dit Nathan, je pense que ce que tu as construit ici est incroyable. Pas seulement la technologie, mais la culture. Mon équipe se sent valorisée pour ses contributions, pas pour ses diplômes. C'est rare. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de ces idées pour améliorer les protocoles de sécurité côté client, une conversation productive qui m'a momentanément permis d'oublier les complications familiales. Cet après-midi-là, mon équipe de direction a demandé une réunion. 8 de mes cadres supérieurs sont entrés dans la salle de conférence, l'air incertain. Nous avons entendu des rumeurs, a commencé Marcus, mon directeur des opérations et le plus ancien cadre. À propos de ton beau-frère et d'une révélation à Thanksgiving. J'ai hoché la tête. Nathan Cooper est en effet mon beau-frère, bien que je ne l'ai su que récemment. Son identité ne change pas son poste ou ses responsabilités. Ce n'est pas à propos de Nathan, a clarifié Véronica, notre responsable des RH. C'est à propos de l'attention personnelle soudaine. Ta confidentialité a toujours été une pierre angulaire de notre culture d'entreprise. Nous sommes inquiets de la façon dont cela pourrait changer les choses. Leur inquiétude était valable. Mon anonymat délibéré avait façonné notre identité d'entreprise. Nous laissions notre travail parler de lui-même plutôt que de construire autour d'un PDG célèbre. Mon engagement envers nos valeurs d'entreprise n'a pas changé, les ai-je assurés. Ce lien personnel devenant connu ne modifie pas notre direction ou notre philosophie. Ils ont semblé soulagés, et nous sommes passés aux affaires courantes. Mais au fil de la semaine, les effets d'entraînement de Thanksgiving ont continué. Mercredi a apporté un visiteur inattendu à notre zone de réception. Mon père,
vêtu d'un costume formel qui semblait déplacé parmi nos employés habillés de manière décontractée, était arrivé à l'improviste et insistait pour me voir. La sécurité a appelé, clairement confuse. Il y a un William Reed ici qui prétend être votre père. Il n'est pas sur la liste des visiteurs approuvés. J'ai envisagé de refuser la visite, mais j'ai décidé que cela ne ferait que reporter l'inévitable. Faites-le monter. Mon père avait l'air nettement mal à l'aise alors qu'on l'escortait à travers notre bureau ouvert. Ses yeux ont pris note du code vestimentaire décontracté, des espaces collaboratifs et de l'environnement distinctement non hiérarchique avec une désapprobation mal dissimulée. C'est différent, a-t-il commenté en entrant dans mon bureau. Ça marche pour nous, ai-je répondu, ne lui offrant pas de siège immédiatement. Une petite affirmation de contrôle que je n'ai pas pu m'empêcher de faire. Il est resté debout, examinant l'espace, les murs de verre, le mobilier moderne et la vue sur la ville au-delà. Opération impressionnante que tu as là. Beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. J'ai finalement fait un geste vers une chaise. Avais-tu besoin de quelque chose de spécifique, papa? J'ai une réunion dans 20 minutes. Il s'est assis avec raideur. J'ai réfléchi à notre conversation, à ton entreprise. J'ai quelques pensées qui pourraient être précieuses. Stratégie commerciale, considération d'investissement, structure fiscale. La présomption était si typique que j'ai failli rire. Mon père, qui ne connaissait rien à mon industrie ou à mon entreprise, supposait que sa connaissance académique de l'économie le qualifiait pour me conseiller sur la gestion d'une entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Nous avons des conseillers financiers, des stratèges en investissement et des spécialistes fiscaux, lui ai-je dit. Plusieurs équipes d'entre eux, en fait. Mais la perspective d'un professeur d'économie avec 30 ans d'expérience serait intéressante dans un contexte académique, ai-je interrompu doucement. Mais nous opérons dans un domaine hautement spécialisé qui nécessite une expertise spécifique. Son expression s'est durcie. Je vois. Trop bien pour les conseils de ton vieux père maintenant. Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone a vibré. Le message de Lisa disait, « Ta mère est maintenant à la réception ». La situation devenait absurde. Apparemment, maman est là aussi. Mon père a eu l'air surpris. Laura est venue? Elle ne prévoyait pas de le faire. J'ai demandé à Lisa de la faire monter aussi. Quelques minutes plus tard, ma mère est entrée, regardant autour d'elle avec le même regard évaluateur que mon père avait utilisé, bien que son expression contienne plus d'émerveillement que de jugement. Josiah, a-t-elle soufflé. C'est ici que tu travailles. C'est magnifique. Maman, papa, ai-je dit fermement. Bien que j'apprécie votre intérêt, je suis au milieu d'une journée de travail. Nous avons des centaines d'employés et de clients qui dépendent de nos services. Je ne peux pas tout laisser tomber pour une visite familiale impromptue. Nous essayons juste de faire partie de ta vie, a dit ma mère, l'air blessé. Maintenant que nous comprenons ce que tu as construit. C'est ça le problème, ai-je interrompu. Vous n'êtes pas intéressé à faire partie de ma vie. Vous êtes intéressé à faire partie de mon succès. Il y a une différence, s'est hérissé mon père. C'est injuste. Ton dynamisme, ton éthique de travail, d'où penses-tu qu'ils viennent? Les valeurs que nous t'avons inculquées ont contribué à ce que tu as accompli. Il y avait un noyau de vérité là que je ne pouvais pas nier. Les normes implacables de mon père et le perfectionnisme de ma mère avaient en effet façonné ma détermination, bien que pas de la manière qu'ils avaient prévue. Je dois établir certaines limites, ai-je dit fermement. Les visites personnelles sur mon lieu de travail ne sont pas appropriées sans préavis. Les affaires familiales doivent être gérées en dehors des heures de travail, et mon entreprise n'est pas soudainement une entreprise familiale ouverte aux commentaires de tout le monde. Ma mère avait l'air déçue. L'expression de mon père oscillait entre l'offense et un respect réticent pour mon affirmation de soi. Nous pouvons en discuter davantage lors d'un dîner un de ces jours, ai-je proposé comme compromis. Mais pour l'instant, je dois me préparer pour ma prochaine réunion. Après leur départ, je n'ai pas été surpris de recevoir un flot de messages d'autres membres de la famille. Amelia voulait discuter de collaboration de recherche potentielle entre son équipe médicale et notre division de sécurité des données. Lucas a suggéré que son cabinet d'avocats pourrait gérer nos besoins juridiques d'entreprise. Des cousins se sont renseignés sur les offres d'emploi, les opportunités d'investissement et diverses formes d'aide. La demande la plus inconfortable est venue de l'oncle Henri,
qui était passé de l'offre d'un poste de débutant à la demande d'un prêt commercial de 500 000 $ pour une entreprise non spécifiée. J'ai établi une politique claire. Les demandes professionnelles seraient dirigées par les canaux appropriés comme tout autre partenaire ou employé potentiel. Les prêts personnels et les investissements étaient hors de question. Le lien familial n'avantagerait ni ne désavantagerait quiconque cherchant à travailler avec Quantum Shield. Les limites étaient nécessaires mais créaient des tensions. Ma mère appelait fréquemment, oscillant entre des tentatives sincères de connexion et des allusions pas si subtiles aux besoins des membres de la famille. Mon père envoyait des courriels formels exposant ses pensées sur la stratégie d'entreprise, que j'accusais poliment réception mais ne mettais pas en œuvre. Le moment le plus difficile est survenu lorsqu'une réunion importante avec un client a été interrompue par l'arrivée inopinée de ma mère dans le hall, insistant sur le fait qu'elle voulait juste m'apporter le déjeuner et voir où je travaillais. La réceptionniste, reconnaissant le nom Reed, ne savait pas comment gérer la situation. J'ai dû m'excuser de la réunion pour régler cela, trouvant ma mère debout à la réception avec un déjeuner fait maison qui semblait être une tentative de réclamer un rôle maternel qu'elle n'avait jamais pleinement occupé. « Maman », ai-je dit doucement, la conduisant vers une zone privée. J'ai expliqué que j'avais besoin qu'elle respecte les limites de mon lieu de travail. Tu n'entrerais pas dans une salle d'opération pendant une chirurgie pour apporter de la nourriture à un collègue. C'est différent, a-t-elle protesté. Je suis ta mère et c'est mon entreprise. C'est mon entreprise. Des centaines de personnes dépendent du travail que nous faisons ici. J'ai besoin que tu comprennes cela. La conversation a été difficile mais nécessaire. Progressivement, au cours des semaines suivantes, une nouvelle compréhension a commencé à se former. Ma famille a commencé à reconnaître que même si j'étais ouvert à la reconstruction de notre relation, cette relation devrait tenir compte de qui j'étais réellement, pas de qui ils avaient voulu que je sois, et non défini par ce que j'avais accompli. 6 mois après la révélation de Thanksgiving, j'étais assis dans un bureau confortable à Back Bay, en face du docteur Eleanor Winters, thérapeute familial. À ma gauche, était assis mon père. À ma droite, ma mère. C'était notre 4e séance ensemble, une condition que j'avais posée pour continuer à reconstruire notre relation. William, a dit doucement le docteur Winters. Pourriez-vous répéter ce que Josiah vient de partager avec vos propres mots, pour que je sache que vous l'avez entendu? Mon père a bougé inconfortablement. À 72 ans, il restait imposant, dos droit, expression sérieuse, tout à fait le professeur distingué. Mais ces séances avaient révélé une vulnérabilité sous l'extérieur autoritaire. Josiah a dit, a-t-il commencé avec hésitation, que mon accent sur la réussite traditionnelle lui faisait sentir que sa valeur était conditionnelle à la satisfaction d'attentes spécifiques. Que ma désapprobation passée de ces différences d'apprentissage ressemblait à un rejet de qui il est fondamentalement. Et comment vous sentez-vous en entendant cela, a incité la thérapeute. Les mains de mon père se sont serrées sur les accoudoirs. Défensif initialement. Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour lui. Mais il a fait une pause, l'aveu clairement difficile. Je peux reconnaître que ma définition rigide du succès n'a laissé aucune place pour des chemins différents, y compris le sien. Ce n'était pas une transformation complète, mon père croirait probablement toujours à la primauté de l'éducation traditionnelle et des parcours de carrière établis. Mais sa volonté de reconnaître le mal que son approche avait causé représentait un progrès significatif. Ma mère, qui avait été plus réceptive à la thérapie dès le début, a tendu la main pour serrer la mienne. « J'aurais dû te défendre davantage », a-t-elle dit. Défendre tes différences au lieu d'essayer de les corriger. Ces séances étaient parfois douloureuses, mais finalement curatives. Nous apprenions à nous voir comme des personnes complètes, imparfaites, complexes et dignes de respect. Malgré nos différences, en dehors de la thérapie, d'autres relations évoluaient aussi. Nathan était devenu à la fois un collègue apprécié et un ami. Initialement préoccupé par d'éventuelles accusations de népotisme, il avait envisagé de transférer dans un autre département, mais son travail parlait de lui-même, et il avait récemment été promu à la tête de sa division sur la base de mesures de performance objectives. Ma relation avec Amelia s'était considérablement améliorée. Après une certaine jalousie initiale et un ajustement, elle avait fini par respecter mes réalisations selon leurs propres termes. Nous avions maintenant des dîners mensuels où les discussions de travail étaient interdites, nous concentrant plutôt sur la reconstruction du lien fraternel qui avait été éclipsé par la compétition et les attentes parentales. Même Lucas, toujours le frère le plus traditionnellement performant, avait développé une nouvelle appréciation pour mon parcours non conventionnel.
Son cabinet d'avocat ne gérait pas notre travail d'entreprise, je maintenais des limites professionnelles strictes, mais nous avions trouvé un terrain d'entente dans nos expériences partagées de grandir sous les attentes de nos parents. Quantum Shield continuait de prospérer. Nous étions passés à plus de 700 employés dans le monde avec des bureaux dans 12 villes. Notre liste de clients comprenait des agences gouvernementales, des systèmes de santé, des institutions financières et des entreprises technologiques de toute taille. La valorisation avait plus que doublé, bien que nous soyons restés privés, ce qui nous permettait de maintenir nos valeurs fondamentales sans la pression des actionnaires. Mon initiative la plus significative, cependant, a été la Fondation Reed pour l'innovation neurodivergente, une organisation à but non lucratif qui fournissait des ressources, du mentorat et du financement aux entrepreneurs dont le cerveau fonctionnait différemment. Nous offrions des bourses pour les apprenants non conventionnels, soutenions des programmes d'éducation alternative et financions la recherche sur différents styles d'apprentissage. Le programme phare de la Fondation était un mentorat et un incubateur spécifiquement pour les décrocheurs universitaires ayant des idées technologiques prometteuses, leur donnant le soutien, les conseils et le financement d'amorçage que j'avais eu du mal à trouver à mes débuts. Plusieurs entreprises prospères avaient déjà émergé du programme, fondées par des individus brillants qui, comme moi, avaient été rejetés par les systèmes éducatifs traditionnels. Ma vie personnelle avait également trouvé un meilleur équilibre. Bien que le travail reste important, j'avais appris à créer de l'espace pour les relations et la croissance personnelle. Maya restait ma meilleure amie, mais j'avais élargi mon cercle pour inclure des gens qui me connaissaient en tant que Josia la personne, pas JR le PDG. J'avais même recommencé à sortir. Rien de sérieux encore, mais ouvert à la possibilité d'un partenariat avec quelqu'un qui m'appréciait pour mon être entier, pas pour mes réalisations ou ma position. Alors que le printemps se transformait en été, mes parents ont accepté mon invitation à dîner chez moi, un penthouse avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. C'était leur première visite là où je vivais, un pas vers la connaissance de qui j'étais réellement. Ma mère a examiné les photos de famille affichées sur une étagère, des photos avec des amis, l'équipe Quantum Shield, des mentorés de la Fondation. « Tu as construit une belle vie », a-t-elle dit doucement. « Si différente de ce que nous imaginions pour toi, mais belle néanmoins. » Mon père se tenait près de la fenêtre, regardant la ville où j'avais laissé ma marque sans ses conseils ni son approbation. « J'avais tort », a-t-il dit, les mots clairement difficiles pour lui. « Sur ton potentiel. Sur ce à quoi le succès pourrait ressembler pour toi. » L'aveu n'était pas dramatique ou larmoyant. C'était calme, sincère, et suffisant. Nous n'étions pas une famille parfaite. Des années de blessures ne pouvaient pas être effacées par des mois d'efforts. Mais nous apprenions une nouvelle façon d'être connectés, basée sur l'acceptation plutôt que sur l'attente, sur le fait de se voir clairement plutôt qu'à travers la lentille déformante du succès prédéterminé. Ce soir-là, après le départ de mes parents, j'ai réfléchi au voyage du décrocheur rejeté à l'entrepreneur respecté, de la déception familiale à quelqu'un trouvant la paix selon ses propres termes. Le succès n'était pas venu en prouvant ma valeur aux autres, mais en construisant quelque chose de significatif qui s'alignait avec mes capacités et mes valeurs uniques. La plus grande réussite n'était pas la valorisation de l'entreprise ou la reconnaissance de l'industrie. C'était de trouver le courage d'être authentiquement moi-même dans un monde qui avait essayé de me forcer dans un moule qui ne me convenait jamais, et peut-être, dans le processus, d'aider les autres à trouver ce même courage. Avez-vous déjà été sous-estimé par les personnes qui auraient dû croire le plus en vous? Comment avez-vous réagi? Avez-vous essayé de leur prouver qu'ils avaient tort ou avez-vous trouvé votre propre chemin vers le succès selon vos termes? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Et si cette histoire a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la réussite contre toute attente. Rappelez-vous, la validation la plus puissante ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la construction d'une vie qui honore votre moi authentique. Merci d'avoir écouté et puissiez-vous trouver le courage de suivre votre chemin unique, quelle que soit la forme qu'il prend.